Alors, j'ai mis pas mal de documents en ligne, on va les reprendre, on va aussi les reprendre après les vacances. Mais disons que là, c'était pour vraiment que vous ayez ce qui me paraît être un matériau qui permet de lire vos textes et de les analyser. Donc, on va les prendre, je me suis imprimée. Voilà. Alors, peut-être avant d'oublier, donc une remarque, je ne sais pas si vous avez vu sur le site que j'ai mis un planning. Alors, je ne vous ai pas écrit parce que j'attendais d'autres réponses pour les présentations en cours. Donc, pas la semaine du 4 mars, où on finira le cours qu'on est en train de faire et où aussi, du coup, vous aurez peut-être des questions à poser, mais les 3 semaines suivantes, des tables rondes. Alors, comme vous êtes assez nombreux et que les textes sont variés, ce que je vais faire, c'est que le 4 mars, en fait, je vous demande vraiment impérativement de m'envoyer ou de me fournir l'extrait que vous travaillez pour que je puisse en faire un montage ou en tout cas le donner à tout le monde sur le site. Et au moment de la table ronde, j'organiserai un petit peu le questionnement. Donc, je ne présenterai pas évidemment tout votre travail parce que ce serait beaucoup trop long sur les 2 heures, ce serait démesuré. Mais ce qui serait bien, c'est que chacun de vous puisse donner un exemple, un élément d'analyse qui lui a paru particulièrement saillant. Comme ça, au niveau de la table ronde, c'est assez animé, ça permet à chacun de partager un peu des idées et des pistes d'analyse. Vous, ça peut vous donner aussi de nouvelles idées pour enrichir votre travail en cours, puisque vous ne me rendrez pas ce travail-là ce jour-là, mais que vous aurez jusqu'au... le planning, je ne l'ai plus en tête, ça nous mène... alors, je regarde dans le planning que j'ai mis donc en cours, enfin sur la plage du cours sous le forum. Donc, le 11, le 18 mars et le 25 mars, donc les présentations table ronde. 1er avril, hors plaisanterie possible, on fait un peu une synthèse ensemble. Et donc, vous avez jusqu'au 8 avril pour me rendre votre travail définitif. D'accord ? Donc, je répète que ce travail, c'est une analyse de texte précise, bien sûr, mais qui doit utiliser les éléments d'érudition quand ils sont indispensables, les éléments d'explication scientifique ou philosophique, mais ne pas s'y perdre. C'est un travail de documentation, c'est vraiment un travail d'expérimentation, d'études littéraires sur des textes qui ont aussi d'autres réceptions, parce que ce sont des travaux qui sont très difficiles à mener et on n'a pas beaucoup de recul critique sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on dégage quelques champs d'analyse à partir donc de ce qu'on a fait sur les 3 auteurs, sur donc la perspective d'un travail littéraire sur des textes qui non seulement ne le sont pas uniquement, mais aussi appartiennent à des conceptions du monde anciennes et qui demandent de ce fait une sorte de recontextualisation de la pensée. Donc, pour nous, c'est double difficulté, vous avez raison, utiliser des outils littéraires et en même temps comprendre les conceptions du monde qui sont mises en place. Alors, c'est pour ça que je vais démarrer tout de suite par les extraits que je vous ai donnés, que j'ai mis en ligne, de Jean Errard. En fait, j'ai mis en ligne, j'ai 2 passages de conclusion qui vous intéressent. Alors après, j'ai aussi mis dans le PDF sa table des matières, qui est très développée, très détaillée, qui peut vous permettre, alors en particulier pour ceux qui travaillent sur Maupertuis, par exemple, ou sur même Tiphaine de la Roche, ou sur Pluche, vous pouvez vous référer à ces quelques pages, sachant que vous n'avez pas besoin de cette érudition, mais disons que ça peut vous éclairer. Alors, ce qui est intéressant dans les pages de Jean Errard que je vous ai photocopiées, c'est d'une part la conclusion qu'il apporte à la première partie sur la notion de système du monde. Et je voudrais surtout que vous reteniez finalement ce qu'il écrit, page 150. Donc, c'est la 2e feuille de partager, remarquez, avec les autres, si ça peut être plus simple. Parce que vous n'avez peut-être pas vous aussi, vous l'avez sous les yeux. Alors,
Je ne l'ai pas ouvert, c'est pas. Donc c'est page 150 que vous pouvez voir ces pages-là, au bas de la page, le dernier paragraphe. Naguère, la métaphysique et la théologie s'épuisaient à concilier parmi les divers attributs de l'être suprême sa toute-puissance souveraine et son infinie sagesse. Et il situe, lorsque l'idée de la nature, tant au XVIIIe siècle, a éclipsé celle de la divinité, on retrouve, dans les essais pour la définir, les mêmes oscillations. Alors je pense que ça, c'est un passage tout à fait essentiel. Donc c'est page 150 de la conclusion de la première partie de Jean Errard. Il dit deux choses essentielles, à mon avis, pour vous. D'une part, bien comprendre que les textes que vous lisez appartiennent encore à cette exception faite peut-être évidemment pour Diderot, appartiennent à cette phase de l'histoire de l'idée de nature qui tente finalement de concilier sur l'idée de la nature et les notions métaphysiques et les notions théologiques. Donc ça, c'est la première chose qu'il dit. Et la deuxième, c'est qu'au moment où la nature, dans toute son acception diverse, prend le pas sur ses orientations, ses préoccupations métaphysiques, eh bien, en fait, elle va récupérer toute la complexité des questions métaphysiques. Bonjour. Ah, donc là, c'est la deuxième idée très importante. C'est qu'en fait, les mêmes oscillations vont se faire jour. C'est pas tout simplement, c'est pas parce que tout d'un coup, on parle plus du mot nature et que vous avez, par exemple, avec un Buffon, tout d'un coup, l'idée que la nature devient vraiment l'objet premier central de l'interrogation scientifique, qu'elle est dégagée des préoccupations métaphysiques et théologiques. Alors, pour vous situer, on est dans le PDF de Jean Errard, pour que vous sachiez donc les extraits que j'ai donnés. Donc ça, c'est la première chose, me semble-t-il, très importante. Alors, la majuscule, par exemple, du mot nature ici est essentielle, donc charge à vous, bien sûr, dans les textes, de rechercher les indices de ces déplacements des conceptions métaphysiques et théologiques sur l'idée de nature. L'autre idée essentielle que cette conclusion apporte, c'est l'importance de l'idée de l'unité du concept de nature, qui en fait, on pourrait dire, un écheveau de tout un ensemble de problématiques qui peuvent en être d'abord très éloignées apparemment, par exemple la question du mal, la question morale du mal dans le monde, la question même de la définition de l'homme, qui sont associées à cette question-là. Alors l'autre élément important que ce livre, alors de Jean Errard, dont je vous rappelle qu'il est assez ancien, c'est sa thèse de 1963, donc ça date vraiment. Depuis d'ailleurs, il a été non pas contesté, mais dépassé et amélioré, parce que son travail relève d'une érudition vraiment centrée sur une histoire des idées telles qu'elles s'énonçaient, et des historiens des sciences ont apporté beaucoup d'éléments, en particulier sur l'aspect expérimental que Jean Errard maîtrise moins bien, et aussi beaucoup d'éléments depuis ont été apportés sur ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences de pensée, toute la pensée de Diderot en particulier, que Jean Errard maîtrise moins bien. Alors, donc la deuxième idée très importante que je pense qu'il faut retenir de ce livre, dans sa conclusion générale, c'est donc on peut le voir surtout. Voilà, je vais stabiloter ça. Donc c'est page 420 de son livre. Deux éléments essentiels qu'il tire de son examen sur l'ensemble du siècle de l'idée de la nature, c'est les deux notions associées de la diversité et de la stabilité, avec finalement une chronologie affective de l'idée de nature, alors qu'il faut bien sûr prendre avec précaution, mais qui me paraît globalement très éclairante, et qu'il résume page 423. Je vous lis la phrase, parce que 423 de la conclusion de Jean Errard. L'évolution subie par l'idée de nature de 1660 à 1760, vous voyez en gros, alors pourquoi 1760, finalement il s'arrête à Diderot, pourrait se résumer schématiquement en 3 mots. L'idée de nature a été successivement contraignante, euphorique et critique. Alors contraignante,
parce qu'elle renvoie à un ordre de la nature finalement qui s'impose et qui impose son mystère hein, en particulier. Dimension euphorique que vous retrouvez jusqu'à Buffon et Pluche, et puis bien sûr Bernardin de Saint-Pierre, d'une nature essentiellement providentielle et critique à la fin, c'est-à-dire liée à une interrogation épistémologique qui inclut le doute, qui inclut l'expérimentation, la confrontation factuelle et donc la remise en question des systèmes précédents. Donc le règne de la nature, après, dans ce dernier tournant, entre finalement l'euphorie, la période euphorique et la période critique, le règne de la nature, donc là je glose ce qu'il dit dans les pages précédentes, en particulier page 422, le règne de la nature est à la fois très voyant, hein, très, très visible, mais en même temps, il commence à être contesté. Il commence à être associé, articulé à des préoccupations particulières économiques, agronomiques aussi, et d'usage scientifique qui posent le rapport de l'homme à la nature, non pas simplement comme une providence heureuse, mais comme une conquête à faire ou comme un ennemi à domestiquer, si vous voulez. Il faut se rendre maître de la nature. La maîtrise de la nature n'est plus un donné, un don de Dieu, en quelque sorte, mais elle est à conquérir par l'action humaine. Donc ça, c'est par exemple très intéressant à étudier chez quelqu'un comme Bernardin de Saint-Pierre, qui est à la fois ingénieur et qui en même temps a un regard encore très euphorique sur la nature, mais qui, par endroits, en particulier dans les rapports à la question de l'agriculture, hein, les pages qu'on a vues avec le fameux jardin, on voit cette dimension critique. C'est aussi très sensible, bien sûr, chez Rousseau, cette réflexion-là, puisque la dimension critique, par exemple, chez Rousseau, va se traduire par une approche botanique qui est faite de tâtonnement hein, et d'un effort de classification qui est en même temps contesté. C'est-à-dire que hein, les apports de Linné sont intégrés, mais ils ne le sont pas sans examen. Ils ne sont pas donnés comme si Linné finalement traduisait le système du monde. Ils sont pris comme des propositions qui doivent être vérifiées. Donc voilà, donc moi je vous invite à utiliser ces quelques pages pour situer vos textes d'une part et pour en tirer quelques pistes de réflexion. Tu vois, ces tonalités affectives me paraissent tout à fait intéressantes, ce qui est dommage. En quelque sorte, on pourrait se dire que Jean Erard aurait pu prolonger ses travaux par des explications de texte, des analyses, parce qu'évidemment, ces tonalités euphoriques et critiques se traduisent nécessairement dans des types d'énonciations particulières des textes. Alors, ceci étant dit, donc ça c'est la première chose, hein, donc ce champ idéologique de l'histoire des idées doit aussi s'accompagner, je vous invite, là je fais juste un petit aparté, à utiliser les dictionnaires de l'époque pour situer certains termes, hein, pour comprendre bien le sens des mots. Donc ne vous en tenez pas aux définitions courantes d'aujourd'hui, ni même du littré, hein, qui donne l'essence du 19e siècle, mais allez voir plutôt d'une part dans l'encyclopédie, bien sûr, mais aussi dans le dictionnaire de l'Académie du XVIIIe siècle ou dans le Trévoux. Alors, il me semble que j'ai mis les liens, mais si vous ne les avez pas, vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle Lexilogos, et qui vous donne par siècle, en fait, les dictionnaires, et vous avez un moteur de recherche ciblé sur ces dictionnaires, donc c'est très commode. Donc, alors, il ne faut pas chercher tous les mots, mais il faut vérifier en fait les présupposés ou les implications qu'on associe à certains mots. Par exemple, un mot comme paysage ou un mot comme étendue ou horizon peuvent véhiculer un imaginaire que vous allez forcément projeter sur les textes, mais qui mérite d'être remis et recontextualisé. Alors, toujours dans ce premier champ de l'historisation et de la contextualisation, il faut prendre en compte, bien sûr, à côté de cette importance de la providence et du providentialisme qu'on a beaucoup vu avec Bernardin,
faut voir aussi, bien sûr, l'importance d'une montée de l'athéisme et d'une laïcisation des données, qu'on a un tout petit peu effleuré avec Diderot, mais Diderot est tellement énorme qu'on n'a pas tellement eu le temps de s'y arrêter, mais qu'il faut vraiment que vous preniez en compte. Alors, il faut que vous preniez en compte aussi dans la mesure où, à part pour certains auteurs, il va être parfois difficile d'opposer de façon binaire un regard laïque sur la nature et un regard christianisé profondément spiritualisé sur la nature. Pourquoi ? Parce que la montée de l'athéisme est associée à un regard matérialiste qui est imprégné de la philosophie expérimentale et du progrès des sciences. Et ce progrès des sciences, évidemment, est aussi travaillé, alimenté par des auteurs qui, par ailleurs, tiennent de très fortement à leurs présupposés et à leurs croyances fondamentales sur le plan de la providence. Par exemple, quelqu'un comme Buffon. Buffon va avoir parfois, dans certaines de ses approches, un regard, on pourrait dire, matérialiste, qui met en avant la vie animale et la vie des corps, sans implication morale, sans hiérarchie particulière. Et puis parfois, vous avez des sauts. Alors c'est ça qui est très intéressant, je trouve, quand on lit ce genre de texte, c'est que on s'aperçoit parfois de décrochement du discours, où tout d'un coup, le présupposé de l'auteur, le non-dit, apparaît. Donc il faut que vous soyez attentifs à ces indices-là. Ça peut se traduire dans l'ordre d'une description, par exemple, dans une intervention d'auteur qui veut reprendre la main. Alors, pour être concrète sur ce plan, vous pouvez en particulier penser à certains textes. Alors, je vous donne un exemple d'un auteur qui a alimenté ce matérialisme bien avant Diderot, c'est Boulainvilliers. Je vais mettre un tableau avec des ailes. Qui a écrit un livre qui s'intitule « L'origine des êtres et des espèces ». Je vais vous le mettre aussi ici. Voilà. Origine des êtres et des espèces. Et dans ce texte, donc c'est tout début du XVIIIe siècle, 1705-1710. Et dans ce livre, apporte la possibilité, vraiment formalise l'idée que la pensée, en particulier, est juste une propriété, en particulier de l'organe du cœur humain, et que, par là même, la vie végétale et la vie animale se sont développées à partir d'un chaos originaire, suivant des lois purement mécaniques de la nature. Et ces lois mécaniques devaient pouvoir se retrouver, en particulier à partir de la pensée cartésienne, mais évidemment pas seulement, mais c'est le substrat essentiel. Alors, évidemment, dans cette idée-là, ce qui est important pour vous dans les textes, c'est se rendre compte du déplacement parfois du curseur de l'affectif, à partir de comment est située, on pourrait dire, la part morale, la part affective, la part sensible, au sens du sentiment, sentimental, des objets de la nature. Également, l'autre aspect important de cette approche matérialiste, c'est le rapport au temps, l'idée que la perfectibilité des connaissances sur le monde renvoie uniquement aux capacités humaines et que le champ des possibles, finalement, retrouve l'infini, son caractère infini qu'il a dans la pensée providentialiste, mais renvoie à l'énergie, on pourrait dire, purement humaine, dans une dimension assez, très conquérante,
de la pensée humaine. Donc, prenez en compte donc cette dimension laïque dans les textes qui apparaît, y compris chez des auteurs comme Pluche, Buffon surtout, et ou bien sûr Maupertuis, évidemment. Maupertuis sera un des représentants dans votre corpus de ce courant matérialiste affirmé. Oui. Est-ce que c'est ce courant matérialiste qu'on appelle les lumières radicales? Alors là, oui, mais la notion de lumière radicale n'est pas employée vraiment dans l'aspect philosophie des sciences, mais elle est utilisée dans la perspective politique, oui. En sachant que ce qu'on appelle vraiment les lumières radicales sont plus à partir des années 1750-1760. Mais oui, effectivement, c'est ce courant matérialiste athée qui va alimenter ce courant-là. Alors alors dans ce premier champ de l'histoire, l'historicisation des idées des natures, je vous rappelle l'analyse de Kola-Duflo, donc je vous avais déjà cité, qui évoque le débat sur les causes finales de la nature, le débat autour de la providence, et qui dit finalement qu'au fil du XVIIe et surtout tout au long du XVIIIe siècle, on voit ce qu'il a appelé le décollement de deux natures. Donc l'idée est intéressante, c'est comme si l'idée de nature se scindait en deux idées. Celle qui est investie par la littérature et les arts, qui est objet de description, d'admiration, d'enthousiasme, d'investissement affectif, etc. Et une nature qui serait objectivable, celle qu'on étudie. Finalement, une opposition, une différenciation entre une nature esthétique et une nature scientifique. Alors évidemment, il ne faut pas simplifier à outrance cette dissociation en faisant des contraires. Mais ce qui est important dans le propos de Kola-Duflo, c'est moins de donner des contraires que de dire il y a quelque chose, il y a un divorce qui se passe. C'est-à-dire que le terme de nature ne peut plus s'investir, comme le écrit encore Jean Erard, par exemple, avec un N majuscule au milieu du XVIIIe siècle. Cette nature critique, forcément, se construit sur un soupçon que le regard sur la nature porte envers lui-même, soupçon d'un enthousiasme trop hâtif, d'une curiosité qui serait aveugle à un certain nombre de données factuelles qui remet en cause le premier sentiment. Donc on a beaucoup dans vos textes aussi on pourrait dire ce processus critique qui est mis en scène, qui est le premier regard et sa remise en question. Alors on le voit bien par exemple aussi dans le texte d'Alembert, du rêve de d'Alembert, ce mouvement où on va revenir sur un propos pour le passer au crible d'une lecture critique. Alors ma deuxième champ que je voudrais mettre en valeur, donc après cette question de l'historicisation de ces idées, c'est les référentiels des objets de la nature qui sont évoqués et le choix même de ces objets. En gros, qu'est-ce qu'on appelle nature et qu'est-ce qu'on décrit quand on parle de nature dans vos textes. Le terme lui-même de nature est souvent plutôt employé dans un sens évidemment presque abstrait, un hyperonyme qui englobe tout un tas de choses, et vous avez des différences très nettes de type de description et surtout de signification de cette conception de la nature entre la nature animée et la nature inanimée. Donc ça, c'est évidemment un point essentiel qu'on voit par exemple chez Bernardin, mais alors Buffon, vous ne pouvez pas tout lire, donc c'est un peu difficile, mais on le voit aussi, l'importance de l'animer. Évidemment, chez Diderot, dans l'idée même s'il y a une continuité, il y a des lignes de partage qui dessinent et qui sont d'autant plus importantes qu'elles permettent de comprendre comment est née progressivement la notion de biologie. Je vous rappelle que la biologie, le terme de biologie n'existe pas au XVIIIe siècle. Il va progressivement être employé, en particulier avec Lamarck. C'est vraiment avec Lamarck qu'on va parler de biologie, c'est-à-dire la science du vivant.
l'histoire naturelle est une description de la nature qui aplatit, si vous voulez, la différence entre l'animé et l'inanimé. On décrit de la même façon un squelette et un corps vivant. On voit très bien, je vous l'avais montré chez Buffon avec les planches d'anatomie. Les squelettes sont mis en scène, etc. Et même si, parce que là, on voit, je vous avais parlé de ça pour aussi vous faire comprendre la notion des paradigmes scientifiques, hein, la découverte et l'affirmation de la circulation sanguine, bien antérieure à nos textes, hein, n'avait pas encore remis en question cela, alors que la notion même, évidemment, de circulation du sang aurait dû, théoriquement, si on voit juste l'idée, aurait dû tout de suite provoquer cette prise en compte. Mais là, on voit bien comment un paradigme résiste en fait à une nouvelle découverte et qu'il faut plusieurs idées, qui bousculent le paradigme pour que le paradigme ancien se fissure véritablement. Donc, ces objets de la nature, l'importance du vivant, me paraît des éléments essentiels qui vous donnent, par exemple, stylistiquement aussi les rôles de l'hypotypose, comment aussi le paysage, au sens des objets inanimés, est investi et animé, hein, pour créer une forme de continuité entre ce qu'on appelle nous aujourd'hui donc le vivant et la nature inerte. Autre élément, toujours dans ce champ des objets de la nature, c'est l'importance de l'expérimentation, c'est-à-dire le rapport à cet objet. Comment on se positionne vis-à-vis de l'objet. Et l'une des postures qu'il faut identifier dans les textes, c'est la posture de l'expérience du monde comme objet de science ou comme objet de l'expérience courante. J'ai rapport avec la nature pour ma vie propre, mon alimentation, l'agriculture, etc. C'est une expérience directe. Elle n'est pas du même ordre que l'expérience à visée scientifique. Alors, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Là, je m'appuie sur un livre qui a été publié par Christian Likop. Et bon, le nom, c'est juste pour vous rendre à César ce qui vient à César, mais pas pour que vous le notiez. Alors, Christian Likop avait écrit un livre sur la formation de la pratique scientifique et il a analysé sur toute la période qui nous intéresse, mais encore plus largement, des années 1630 jusqu'aux années 1820, c'est-à-dire jusqu'au positivisme, le discours de l'expérience. Et il en tire ce constat-là, hein, dans l'évolution du rapport aux objets de la nature, que le rapport initialement au début de cette période-là, hein, donc dans tout le courant classique, le rapport, l'expérience humaine de la nature est toujours liée à des événements singuliers. On observe la nature dans des expériences individualisées et, on pourrait dire, non reproductibles, hein, toujours source de nouvelles émotions. Et progressivement, en particulier de l'approche scientifique, mais aussi sous l'usage qu'on fait de l'expérience, hein, les usages de l'observation dans les sciences, mais aussi pour les progrès techniques, hein, tout simplement, vont faire qu'on va avoir une expérience plus généralisable, partageable, qu'on va vouloir d'ailleurs aussi rendre presque neutre sur le plan de l'individualisation, pour avoir donc des expériences, au sens plus moderne du terme, des expériences reproductibles. Donc ça, c'est très important aussi, cette tension dans la notion même d'expérience. Est-ce qu'on entend l'expérience au sens de l'expérience individuelle, donc de ce phénomène, de cet phénomène de la vie individuelle dans le rapport au monde, et où est-ce qu'on l'entend aussi, donc au sens plus scientifique, hein, dans la conception aussi newtonienne, d'une expérience qu'on va pouvoir reproduire. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Est-ce que c'est finalement un phénomène, une expérience du monde que je peux isoler, en quelque sorte, de son contexte pour le reproduire? Ou est-ce que j'ancre l'expérience dans son caractère
irréductible de l'expérience au moment où elle a lieu. Donc c'est, je pense aussi, quelque chose d'intéressant dans les textes littéraires, parce que l'importance du positionnement des individus, donc on voit très bien dans les fictions, avec Bernardin de Saint-Pierre, mais aussi dans les textes d'idées que vous avez très souvent des personnages qui sont créés, à qui on attribue plus ou moins de caractéristiques qui les individualisent. Mais par exemple, même le conte de Tiphaine de la Roche, à Mirec, vous avez comme ça des constitutions de personnages qui vont focaliser sur la notion même d'expérience, et donc, empêcher, créer une forme d'entrave à la généralisation d'expérience, avec même des effets d'humour. Je vous rappelle, je vous l'avais déjà cité, ce passage-là, ce passage assez drôle, où dans Micromégas, Voltaire se moque des savants qui se trompent sur une expérience visuelle, et prendre avec humour une expérience individuelle, c'est une manière pour Voltaire aussi de donner à son lecteur une sorte d'horizon, un idéal qui serait une expérience potentiellement déconnectée de cette affectivité, de cette source d'erreur, du sujet qu'on n'appelle pas encore subjectivité, mais il y a de ça, bien sûr, qui se passe. Alors, toujours dans ce champ aussi des objets de la nature, il faut aussi voir, bien sûr, dans ce type de rapport, ce qui relève de l'observation et ce qui relève de l'explication et de l'interprétation. Observer, interpréter cette tension-là, à partir de quel moment du geste de la description et du geste littéraire d'écrire la nature, quand on écrit la nature, pas forcément de la description, mais quand on fait un récit ou on fait une description, quelle est la ligne de partage entre l'observation et l'interprétation? Comment se situe cette énonciation du sujet? Alors je vous rappelle, je crois que je vous l'avais cité, cette phrase d'une lettre de Diderot qui évoque bien je trouve cette question-là, avant qu'on voit le texte de Buffon sur le style qui en parle aussi. Diderot, dans une lettre à Voltaire, justement en 1758, donc c'est hors contexte, avait écrit ceci: « Le règne des mathématiques n'est plus. Le goût a changé. C'est celui de l'histoire naturelle et des lettres qui domine. Le règne des mathématiques n'est plus. » 1758, ça c'est quand même une phrase que je trouve tout à fait intéressante. Le règne des mathématiques n'est plus, ça veut dire on ne veut plus de cette géométrisation abstraite du monde. Et Diderot n'en fait pas une affaire de savoir, une affaire de vérité, il en fait une affaire de goût. Le goût a changé. C'est sa deuxième phrase. Et ensuite, donc, il explique, c'est celui de l'histoire naturelle et des lettres qui domine. Et il associe l'histoire naturelle et les lettres, ce qui nous dit bien qu'en 1758, on est encore dans un monde complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire où l'histoire naturelle, comme toutes les sciences liées à l'observation humaine, c'est-à-dire la physique, l'astronomie, l'histoire naturelle, la chimie encore plus, sont liées aux belles lettres. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à un auteur qui écrit et à un lecteur qui reçoit le texte. Par rejet des abstractions, au contraire de l'abstraction, on va privilégier ce rapport de goût et ce rapport du regard, de l'investissement individuel. Alors pour comprendre bien cela, et ça va aussi nous aider à comprendre ce qui fera le troisième aspect, cette grande question de la subjectivité, de l'objectivité dans les textes, je vous ai mis en ligne est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. J'ai mis en ligne le discours sur le style de Buffon. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire ce texte, pas très long, on va le regarder un peu ensemble. Donc, il a été prononcé par Buffon à l'occasion de sa réception à l'Académie française en 1753. Alors, avant même de le lire et de l'étudier, il faut se rappeler ce que ça implique que Buffon entre à l'Académie française à ce moment-là. Il y entre en tant qu'homme de lettres. Et parce que l'histoire naturelle appartient aux belles lettres. Et il entre d'autant plus, avec une gloire d'autant plus grande que, justement, au moment où il écrit,
il y a déjà, et depuis longtemps bien sûr, des textes de savoir qui ne sont plus lisibles par le commun des mortels, même s'il est cultivé. Des textes de savants, alors souvent plus évidemment en latin, mais c'est pas le gros problème, mais qui sont très spécialisés. Buffon appartient encore à cet univers où la science est communément partagée. Alors ça n'en fait pas un texte de vulgarisation. Petit aparté important sur cette question-là. Ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est rendre accessible au vulgaire. Étymologiquement, le vulgaire, c'est pas du tout le vulgaire d'aujourd'hui, c'est l'homme du peuple, l'homme de tous les jours. Et employer la notion de vulgarisation pour les textes antérieurs à la toute fin du XIXe siècle est un peu problématique. Pourquoi ? Parce que les textes de Buffon, les textes de Diderot, les textes de Pluche ne sont pas lisibles par le peuple. C'est pas du tout l'objectif d'un Buffon ou d'un abbé Pluche de s'adresser au peuple. Diderot dans l'encyclopédie, ça se discute un petit peu plus. Mais enfin, c'est quand même pas le lecteur numéro 1. C'est éventuellement la cible, mais c'est jamais le premier lecteur. Il y aura toujours des intermédiaires. Donc c'est pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui de la vulgarisation. Quand on parle de vulgarisation, on pense au contraire que ça va être accessible directement par le public cible. Donc, il ne faut pas employer ce terme-là. Il faut en revanche, on parlait plutôt d'acclimatation au public lettré, de textes non spécialisés. Il faut employer des glosses. Donc il entre d'autant plus, avec une gloire d'autant plus importante que l'Académie française salue en lui, en fait, cette tradition, cette posture traditionnelle d'être un texte profondément lettré et profondément accessible au monde des lettres. Il salue aussi en lui, et ça, Buffon s'en empare, un homme, un expert en belles lettres, c'est-à-dire quelqu'un à qui on va confier un rôle aussi d'expertise. On va penser qu'il est capable, en tant aussi qu'académicien, d'avoir un jugement sur les lettres. Donc, ce n'est pas simplement une reconnaissance de l'œuvre accomplie, c'est une reconnaissance de compétence. Donc là, l'histoire naturelle fait de Buffon un connaisseur en lettres. Pour vous et dans vos lectures, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut bien vous lisiez les textes qui écrivent sur la nature sous cet angle-là, sachant que le naturaliste est considéré comme celui qui peut lire la littérature. Pourquoi ? Parce qu'il vient lui-même d'une posture qui est d'un rapport direct à la nature, qui est un rapport investi, et qui est aussi dans un rapport moral de confiance, dans un ethos, un ethos qui est courant pour l'époque, un ethos lettré, de l'honnête homme. Donc c'est un honnête homme qui s'adresse à d'autres honnêtes hommes, honnêtes gens, au sens large du terme. En plus, le public féminin devient de plus en plus important aux yeux des lettrés des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, ces préliminaires étant posés, ce discours sur le style de Buffon apporte plusieurs idées essentielles. Il va permettre à Buffon vraiment d'insister sur sa qualité lettrée, le style, etc., mais aussi d'en proposer une définition tout à fait intéressante qui va à l'encontre des conceptions romantiques postérieures du style. Le style n'est pas la marque de la personnalité, la touche de personnel. J'ai surligné le passage du 3e paragraphe qui est, je pense, vous pouvez retenir cette formule, me paraît tout à fait intéressante et signifiante pour la littérature en général. Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. C'est une phrase d'autant plus intéressante qu'en quelque sorte, elle fait une sorte de transition entre Boileau, pour simplifier, et Hugo. C'est-à-dire, le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. On peut penser à Boileau. Le style, c'est l'ordre. Vous connaissez probablement les vers très célèbres de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, qu'on se répète en boucle quand on n'arrive pas à écrire. C'est cette idée, finalement, que l'ordre de la pensée permet l'ordre du style. Le style, c'est l'ordre. Très bien. Mais c'est pas, Buffon ajoute une deuxième forme, un deuxième aspect dans cette phrase. Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées.
Donc cette souplesse, en fait, du style, qui s'adapte à la pensée propre, qui est beaucoup plus proche de Marivaux que de Boileau. Là, pourquoi je parle là de Marivaux? Parce que Marivaux avait écrit aussi, début du siècle, un texte, alors moins célèbre que le discours sur le style, mais peut-être encore plus intéressant pour l'histoire littéraire, qui est un texte sur la clarté dans le discours. Un texte sur la clarté dans le discours où Marivaux explique quelque chose qui peut déjà faire penser un peu à Victor Hugo. Marivaux explique, alors je le glose, que si vous lisez Marivaux puis que vous ne le trouvez pas clair, c'est pas parce que lui n'est pas clair dans sa pensée, c'est parce que l'objet dont il parle, en fait, est complexe. Et que le bon style, le style clair, la clarté dans le discours, c'est pas un discours qui apparaît clair, c'est un discours qui est au plus clair possible par rapport à l'objet. Donc, on a déjà quelque chose de très proche, d'assez proche, me semble-t-il, de ce que Victor Hugo ensuite évoque sur l'essence de la métaphore, par exemple, hein, où Hugo est adepte des métaphores qui fonctionnent aussi sur des effets de contraire ou des contrastes, pour traduire une nature et une vie en général qui dépasse les catégories stables qu'on lui a imposées. Donc ça, c'est une idée qui me paraît tout à fait intéressante. Alors l'autre chose qu'avance Buffon, qui est plus proche de la question scientifique et qui nous intéresse d'autant plus pour la question de la nature, c'est que ce style, cette définition du style, va impliquer que l'écriture de la nature, l'écriture scientifique de la nature, non seulement ne doit pas être objective au sens moderne du terme, ça on va y revenir, mais qu'elle doit être menée par une personne, d'où cette idée que le style c'est l'homme, une personne, la personne du savant, qui mène complètement le discours scientifique, et que c'est le savant qui doit choisir les objets et les interpréter. Donc l'écriture de l'histoire naturelle est d'emblée une écriture interprétative, analytique, au sens de la décomposition, et synthétique, au sens aussi de Bernardin, parce que ces opérations de l'esprit relèvent de choix intellectuels. Alors c'est ce qu'il explique toujours dans la même page, le paragraphe suivant. Avant de chercher l'ordre dans lequel on présentera ses pensées, il faut s'en être fait un autre, plus général et plus fixe, où ne doivent entrer que les premières vues et les principales idées. Donc cette idée, il assume complètement, on pourrait dire que c'est étonnant quand même qu'il y ait un savant qui nous dit clairement qu'il a des présupposés. Buffon insiste sur le fait que toute écriture de la nature est ancrée dans un cadre, je le glose, plus général et plus fixe, qui précède l'écriture descriptive, l'observation de la nature. Alors ça me paraît intéressant pour vos textes, c'est-à-dire pour vous demander, en quelque sorte, quels sont les présupposés de ce que vous lisez. Et c'est toujours ça qui est assez difficile à déterminer quand on lit un texte, et même quand on lit un texte d'idées ou même un article de journal. C'est-à-dire, on lit ce qui est écrit, mais en fait, il faut saisir ce qui n'est justement pas écrit, sans lequel le texte ne tient pas. Donc, il faut repérer l'importance du cadre général qui donne sens au discours. Alors, ce cadre est assez visible dans les textes de Buffon, dans les textes de Pluche. Il l'est moins dans les textes qui affirment et affichent une volonté profondément expérimentale, voire un peu iconoclaste des systèmes. Je pense par exemple à Tiphaine de la Roche ou à Diderot, ou à un auteur comme Maupertuis, qui justement entendent dire, alors ils n'y arrivent pas toujours, entendent dire qu'ils écrivent en quelque sorte sans arrière-plan, sans cadre général fixe, puisqu'ils veulent s'adapter à une sorte de surprise que leur apporte la nature. Buffon explicite que ce plan n'est pas encore le style, il en est la base, il le soutient, il le dirige, il règle son mouvement, etc., il le soumet à ses lois. Alors, c'est pour ça que lorsque vous êtes assez nombreux à travailler sur Buffon, essayez de choisir souvent des textes qui vous permettent de retrouver
cette tension entre le cadre général et le propos de la description. Alors, il insiste ensuite sur l'ordre du discours, et j'ai surligné l'importance de l'idée de continuité, la dépendance harmonique, le développement successif, la gradation, etc. Donc, à vous aussi, bien sûr, d'aller voir donc stylistiquement comment ces conceptions se traduisent. La dernière idée que je voudrais tirer du discours sur le style de Buffon, c'est l'opposition qu'il fait entre la rhétorique et ce qu'il appelle le beau naturel. L'opposition entre l'éloquence artificielle et la véritable éloquence. Qu'est-ce que c'est que le beau naturel? C'est finalement ce style qui parvient à graver les pensées et à donner une juste idée de la nature. Donc on a là, bien sûr, quelque chose qui va ensuite peser sur cette écriture de la nature, le soupçon de l'idéalisation, le beau naturel du style de l'écrivain de la nature répond à l'ordre qu'il met en évidence dans la nature. Donc, cette association entre le beau naturel du style et ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs aussi, au sens de l'esthétique classique, la belle nature, cette association, bien sûr, fait peser un soupçon d'idéalisation sur l'écriture de la nature. Et c'est, alors pour ceux qui ont choisi Daubenton ou qui veulent à partir de Daubenton, Daubenton par rapport à Buffon aura ce regard critique de remettre en question ou plus exactement de dénoncer l'idéalisation à l'œuvre dans le discours buffonien. Alors, retenez bien sûr de ce discours donc la formule célèbre, le style est l'homme même, en retenant les explications qui font qu'il ne faut surtout pas lire une affirmation romantique. Et il faut y lire que c'est l'homme savant qui a un style scientifique, ce qu'on appellerait aujourd'hui un style scientifique, justement par l'importance de son choix, l'importance du plan implicite et antérieur qu'il a sur la nature et qui lui permet donc de dénoncer de façon sublime son sujet, puisque c'est le dernier point de son discours, c'est que Buffon va aussi profiter de ce discours sur le style pour essayer on dirait aujourd'hui qu'il veut pousser sa discipline. Il entre à l'académie, puis il essaie de valoriser cette position. Il écrit « Le sublime ne peut se trouver que dans les grands sujets ». Donc l'enjeu de sa conquête, c'est de dire « Je n'entre pas par la petite porte à l'académie ». C'est pas l'Académie française accepte de s'ouvrir aux sciences, c'est plutôt dans quelque chose qu'on va trouver ensuite aussi chez Zola, cette même idée que il y a dans la description de la nature et donc de ces fonctionnements je pense à Zola, c'est un déterminisme, etc., un potentiel sublime qui dépasse en fait, le sublime de la rhétorique, et on comprend aussi les raisons profondes des attaques que fait Buffon contre la rhétorique. Donc je conclus en citant une de ces dernières phrases de ce texte. Le ton du philosophe pourra devenir sublime toutes les fois qu'il parlera des lois de la nature, des êtres en général, de l'espace, de la matière, du mouvement et du temps de l'âme, de l'esprit humain, des sentiments, des passions. Dans le reste, il suffira qu'il soit noble et élevé. Vous voyez, ce reste, en fait, c'est rien. Buffon, l'objet de l'histoire de la nature, c'est les lois, les êtres en général, et non pas les objets individuels. Donc, pour en revenir à mon fil, c'est ce texte vous permet aussi donc de vous dire dans les différents textes que vous allez choisir, quelle est la posture en fait de l'énonciateur, quelle part fait-il à ce style tel que Buffon le définit, c'est-à-dire d'un ordre qu'on impose à la description de la nature et qui veut donc avec souplesse suivre le mouvement des pensées, c'est-à-dire le mouvement de cette observation. Dans cette même idée, mais avec bien sûr d'autres implications, Diderot aussi est tout à fait intéressant dans la différence qu'il permet de
de voir, de dessiner entre l'observation et l'interprétation. Diderot va privilégier une observation, on pourrait dire, affective, la plus directe possible, et d'une interprétation de l'ordre un peu de l'illumination, avec cette image du rêve qu'on a dans le rêve de d'Alembert, et qu'on a aussi donc chez Bernardin, c'est cette idée finalement du premier coup d'œil. Buffon aussi en parle, c'est que la vue spontanée de l'esprit, que d'Alembert par exemple a par le rêve, hein, c'est cette forme d'illumination qui donne au geste de l'écriture une compréhension immédiate, que toute l'écriture ne fera ensuite que détailler, développer, voire expliquer. Voilà, alors peut-être puisque après là, je vais attaquer mon troisième point, on va faire une petite pause maintenant, peut-être un tout petit peu avant 13h, on fait une petite pause de 5 minutes pour reprendre juste après. On nous permet aussi de... Merci.